Il est 19h12, vous êtes sur Radio Campus Rennes 88.4 FM. Vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. Donc nous avons écouté à l'instant James Horner avec Rose, donc extrait de la bande originale, donc son score pour Titanic. Thomas, tu vas nous parler justement de Titanic, mais 3D, voilà, de Jean Cameroun, un petit réalisateur africain. De Jean Cameroun, voilà. un jeune réalisateur qui débute avec un film très ambitieux. Là, donc c'est la ressortie d'où... je ne sais pas combien de temps. 97. Oui, en 97, donc il y a quelques années déjà, donc plus de 15 ans. Il a passé presque 2 ans à le post-produire. Parce qu'il 18 millions, je crois que ça a coûté. 18 millions de patates juste pour sa post-production en 3D. 60 semaines de travail, c'est ça. Exactement. Donc, contrairement à Lucas, il n'a fait aucun changement dans sa réédition, sauf un plan des étoiles qu'il a changé parce qu'elles n'étaient pas placées au bon endroit. D'accord. C'était un fan qui lui avait envoyé que son ciel étoilé, c'est absolument n'importe quoi. Donc, c'est le seul plan qu'il a changé. Donc voilà, donc pourquoi cette post-production 3D ? Parce qu'elle pose problème toujours, hein. Il y a encore à l'heure même d'aujourd'hui même encore des gens comme Jean-Michel Frodon par exemple, se posent cette question-là en critiquant justement un fortement. papier absolument débile et dégueulasse sur Slate.fr. Donc voilà, parce que déjà à l'époque, Cameron voulait déjà tourner en 3D, sauf qu'il n'avait pas la thune, parce que son film déjà coûtait déjà très cher. C'était le film le plus cher, je crois. Voilà, il coûtait 200 millions. 200 millions. C'était Terminator 2 qui avait coûté 100 millions, qui à l'époque était déjà le film le plus cher. Oui, c'est ça, à chaque fois il repousse le standard. Donc il n'avait pas non plus les caméras qu'il avait déjà testées sur son attraction. Pour Universal, le Terminator 2 3D, qui était un film de 12 minutes qui était tourné en 3D. Donc là, il n'avait pas l'argent pour le faire, mais il avait fait comme si il avait tourné en 3D. Parce que Cameron est un de ces rares réalisateurs qui pense son espace de manière tridimensionnelle, et celui-là, peut-être encore plus que dans les autres, parce qu'il peut vraiment jouer sur l'étendue de son espace, vu que c'est un paquebot qui faisait 250 mètres de long, ou quelque chose comme ça qui était vraiment immense. Monumental. Voilà, monumental, un peu comme son film. Donc on peut voir vraiment la 3D utilisée de deux manières qui est vraiment assez difficile à expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu le film. De manière plus claire, on va dire que c'est à partir du moment où le bateau se met à couler, où toutes les coursives sont envahies par l'eau, où il y a vraiment ce caractère beaucoup plus oppressant que dans le film original, on va dire, où tu te sens vraiment limite mal parce que tu sens l'espace qui est vraiment compressé autour de toi. Vu que le relief produit un étagement aussi dans le plan, voilà, ça fait que ça fait en fait, c'est l'étouffement qui est renforcé par la 3D. Du coup, ça renforce encore la mise en scène, ça la redouble. Ouais, exactement. Surtout qu'en plus, là, il a quand même rarement eu une mise en scène aussi lyrique, on va dire, qu'aussi au service de son sujet, ce qui faisait dire à Christophe Gans à l'époque d'Avatar que c'était le dernier grand film classique, ce qui est contestable, mais qui en même temps... c'est vraiment un film qui a fermé une époque classique hollywoodienne à la fin des années 2000, enfin à la fin des années 90, donc à la fin du millénaire dernier, et qui du coup depuis, j'ai pas souvenir d'avoir vu de film qui mélange ce grand intimisme hollywoodien, si on veut. Et c'est vraiment ce que cette... À part Clint Eastwood. Quoi. Voilà, à part Clint Eastwood, mais il le fait de manière peut-être... il le fait dans un genre complètement différent, quoi, avec une ambition, une ampleur vraiment, différente. Ici, comme on en parlait après la projection, Thomas, il y a un côté vraiment Cécile B2000. Quoi. Exactement, c'est ça, oui. Parce que, toutes les minutes, on disait mais il est fou Cameron, il est fou de faire ça. Ce qui est fait dire à Erwan à la sortie du film que c'était un blockbuster viscontien. Pourquoi ? Parce que dans Titanic, il y a quand même quelque chose d'important qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui. On a des choses là, on a donc Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Je suis le roi du monde, la partition de Céline Dion. Effectivement, c'est quand même peut-être la part comme ça la plus détestable du film, même si finalement la plus superficielle, mais qui est pas vraiment là au final. C'est-à-dire que la chanson de Céline Dion, c'est le générique de fin. Vous pouvez partir juste mais quand le film se termine. En même temps, il faut dire que le truc le plus pourri du film, ça a toujours été sa musique de James Horner qui en fout pas une. On vient de l'entendre d'ailleurs juste avant. Donc pourquoi un blockbuster viscontien ? Puisque de quoi nous parle Titanic ? C'est la fin d'un monde. Très clairement. Voilà. C'est-à-dire que c'est la métaphore aussi donc, de ce bateau qui coule, mais c'est aussi un début de XXe siècle, et il y a un rapprochement un monde qui s'écroule, comme disait Jean-Baptiste Toré, non, c'est ça, Voilà, je te vais te citer d'ailleurs la phrase de l'édito, c'est peut-être à ça que tu penses, puisque c'est important ça, la date aussi 1912, c'est que ça rappelle la fin aussi d'un autre film, c'est La Porte du Paradis. Donc Jean-Baptiste Toré et Stéphane Bou, dans l'édito de la revue Panique en 2006, écrivaient « Titanic est une reprise de La Porte du Paradis, mais filmée du point de vue des nantis ». Voilà, je
trouve une réflexion importante à avoir en tête quand on regarde le film. Pourquoi ? Parce que ce bateau-là, c'est aussi une tour de Babel, tout simplement, et qu'on a des couches sociales en fonction des coursifs, des niveaux du bateau, etc., et comment ça circule à l'intérieur, entre effectivement une romance très shakespearienne, hein, tout bête, hein, entre Leonardo DiCaprio, qui est vraiment une espèce de... Qui n'est personne. Qui est une sorte de, je sais pas, de peintre un peu rimbaldien, comme ça, un type assez hédoniste, comme ça. Qui même, comme il le voit à la fin, il n'est personne parce qu'il n'a pas d'identité. C'est quelqu'un qui a réussi à avoir son ticket pour aller sur le bateau en jouant au poker. Il n'avait aucune carte d'identité, il n'était pas marqué sur les registres, donc c'est un bon personne. Et a contrario, donc le personnage de Kate Winslet, là, c'est une fiancée d'une espèce de bourgeois, enfin bourgeois, aristocrate carrément, parce que justement il y a un personnage féminin qui elle est justement plus parvenu, qui est assez intéressant là-dessus. Donc moi je trouve que l'accent du film qu'on a peut-être un peu oublié, c'est sur ce côté lutte des classes. Moi que je trouve vraiment prégnant et qui moi m'a un peu fait redécouvrir le film de ce point de vue-là. Et un autre élément important, c'est aussi le féminisme. Parce que toute la trajectoire du film par rapport à ces deux personnages, hein, de DiCaprio et Kate Winslet, c'est une émancipation. Une émancipation de la société, du carcan véritablement. Hein, par la mesure. Oui, et aussi par la fuite et le voyage, enfin vraiment un côté hédoniste, carpe diem, on est vraiment dans ce... Effectivement, on est dans quelque chose assez classique, enfin, on est vraiment dans du classicisme hollywoodien, où justement... Taureau, Whitman, prendre l'espace pour s'émanciper. Et où la passion amoureuse transcende tellement tout qu'elle transcende... La poursuite du bonheur. Hein. Qu'elle transcende les classes sociales, les races, enfin voilà, c'est Douglas Sirk, c'est tout ce que vous voulez, même si effectivement là encore, il y a une différence d'ampleur, mais bon, on est complètement dans le mélo, effectivement. Mais dans la thématique, la mathématique du mélo et du mélo vraiment américain, quoi. C'est-à-dire que moi je confesse, je n'ai pas vu le film, mais je suppose qu'effectivement tout cet aspect lutte des classes et cette dimension féministe sont quand même vus, je pense, sous un angle anglo-saxon quand même. Je trouve d'ailleurs, moi si j'ai quelque chose à redire au film, c'est peut-être sur le personnage justement de ce futur marié, moi que je trouve un petit peu manichéen, enfin dans l'écriture, qui est joué par Billy Zane. Voilà, je me demandais qui était l'acteur justement. Moi je trouve beaucoup plus intéressant vraiment la part féminine. Par exemple, la mère de Kate Winslet, un personnage très étonnant dans son écriture. Le film est raconté par une femme, non, de toute façon. Oui. Donc par Rose, donc Kate Winslet, mais plus tard. Ouais, mais du coup c'est quand même. Qu'on n'est pas revenu sur. Du coup, c'est quand même le point de vue de Kate Winslet, et c'est pour ça qu'elle trouve son mari détestable. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Oui, complètement. Mais Cameron a toujours été un cinéaste féministe. Parce que Ripley dans Aliens. Ripley, Sarah Connor, Abyss. Forme de féminisme peut-être, parce qu'il y a un côté chez lui aussi, un côté un peu matriarcat. Un féminisme couillu. Oui, c'est une vision masculine du Ripley, quoi. Non, mais c'est une femme qui prend conscience de la puissance de son corps. Oui, c'est assez juste, effectivement. Bon, en tout cas, pour Titanic et surtout pour les aliens, c'est plutôt clair. Heureusement que Pascaline n'est pas là. Je pense qu'elle nous collerait une volée de gifs. Mais par contre, le manichéisme, c'était quelque chose qui m'avait gêné dans l'écriture Titanic, parce que Cameron a toujours été plus ou moins manichéiste. Enfin, disons que Cameron, il n'a jamais été très subtil quand il s'agit de faire passer un message. C'est vrai. On peut dire ça. Quoique. Il est comme un peu gros sabot des fois. Quoique d'un autre côté. Ça me dérange pas, mais il est quand même gros sabot. Quand tu vois les Terminator ou Abyss, c'est pas non plus le modèle de subtilité. Je trouve que la version longue d'Alien 2, moi je trouve qu'il y avait vraiment des très très bonnes choses. Je trouve que c'est une des rares versions longues que j'ai vues qui soit mieux que le film original. Autre chose qui m'a assez impressionné dans le film, c'est ça redouble forcément avec la 3D et le relief. Il met quelque chose, puisque c'est quand même redoublé aussi c'est la puissance de la mort au travail, et le cinéma ce n'est que de ça, hein, par rapport au temps qui passe, et justement il y a un côté fin de monde comme je le disais, et fin de l'histoire, hein, c'est aussi l'époque dans laquelle s'inscrit Titanic, et on est presque avec Titanic, par rapport à 1912, etc., on a un côté accident intégral dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire il y a un côté, une destruction monumentale et une fin de système. Moi je trouve qu'il y a ça. Surtout que la destruction, elle commence par la base, donc par les couches les plus pauvres de la société. C'est d'ailleurs impressionnant comment on voit les coursives, mais pas les coursives, mais plutôt les machines, en fait, par rapport aux pistons, etc., et le relief que ça prend aussi en 3D. Enfin, voilà, cette dimension vraiment du film de destruction au travail, mais je la trouve... Puis c'est vrai que quand même, à part 2 plans, on parlait, mais qui étaient déjà visibles un peu... Oui, qui étaient déjà visibles à l'époque, sur 2 plans larges numériques avec... Avec des silhouettes. Des figures qui sont vraiment un peu... Il y a 2 plans. Un peu rigides, en fait. Mais à partir du moment où ça commence vraiment à sombrer le bateau, mais là, il y a vraiment... C'est-à-dire que oui, c'est ça. Puis même dans le style de filmage, il arrive...
voilà, autant quelque chose toujours clair. Oui, d'assez sobre. En même temps, il va pouvoir passer tout de suite à une caméra portée, varier les angles, voilà, utiliser à la fois le numérique, la maquette de 200 mètres, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Échelle 1.5, je crois, un truc comme ça. Voilà, les bassins, évidemment, et tout ça. Mais c'est lisible, quoi. Un effet de reconstitution. Voilà, qu'on a... Oui, c'est vraiment toujours lisible, alors que pourtant, il joue quand même sur le chaos de la situation. Pourtant, le truc de facilité, ça va peut-être prendre une caméra à portée, tu bouges dans tous les sens et tout, tu fais, ah mon Dieu, c'est la panique, alors que là, tu comprends tous les enjeux, tu comprends tout le monde, où ils sont les uns par rapport aux autres dans le bateau, et aussi bien sur le même plan que, enfin, sur le plan horizontal que à la verticale, et ça, il le fait uniquement par la mise en scène, en jouant sur ses panoramiques ou sur ses lignes de fuite. Ouais. Parce qu'on... Erwan. Encore une fois, souvenez-vous, je suis désolé de revenir encore à Aliens, mais souvenez-vous de la scène de l'embuscade dans la fin du premier tiers d'Aliens, où il y a Sigourney Weaver et le commandant qui sont d'un côté, les soldats de l'autre, où justement tout le monde est dispersé et les aliens fondent sur eux, voilà, comme la misère sur le pauvre monde. C'est joué par les écrans. Et j'ai le souvenir, sans pouvoir le réciter par cœur, j'ai le souvenir d'une scène là aussi extrêmement lisible, malgré, et justement, où la panique est palpable, malgré que la mise en scène reste totalement lisible, quoi. D'ailleurs, sur la narration, quelque chose d'assez étonnant, ça passe aussi beaucoup par les écrans dans Titanic, notamment dans les 20 premières minutes. En fait, c'est pour les allers-retours entre il y a un côté les spectral, vraiment. Il passe par des écrans vidéo, du coup, de ce chercheur de trésors. Qui est joué par Bill Paxton. Bill Paxton, hein, qui est là justement pour découvrir les ruines donc, sous l'eau du Titanic. Et donc... par rapport à cette découverte qu'ils ont fait, mais en même temps ils n'ont pas vraiment trouvé un collier en diamant qu'ils cherchent, hein, c'est un peu l'argument de Titanic. Il y a un coup de téléphone, donc c'est Rose aujourd'hui, donc âgée, et qui dit bah moi je sais, j'étais là, etc. Donc elle débarque sur le bateau, et là un processus comme ça de réminiscence comme ça qui revient voilà, par l'âme de fond vraiment. Ou d'ailleurs on rentre dans l'écran pour après aller tout à fait, dans le film qu'elle raconte. Des transitions d'ailleurs qui rappelle aussi un autre film monumental en termes de reconstitution, à part La Porte du Paradis, c'est Il était une fois en Amérique. On est aussi justement dans ce regard-là du classicisme américain. Voilà. Thibaut, un mot pour finir peut-être ? Une remarque complètement débile, vous en conviendrez. Très bien. Comment tu fais pour regarder Titanic quand tu t'es bouffé la parodie de Mosinor et que tu t'es vraiment pissé dessus ? C'est une question importante. Parce que le Titanic Park et oh putain, elle est trop bonne. Il y a des meufs. Comment tu fais pour pas te marrer alors que l'émotion est censée te gagner ? Disons qu'au bout de 2 heures de film, la parodie de Mosinor, tu l'oublies. Et en fait, quand ça arrive... Mais ce qu'il faut pas l'oublier, c'est que... après, le film fait 3h20. Le film fait 3h20 et franchement, j'ai pas regardé la montre. Il passe comme une lettre à la poste, quoi. Alors qu'il y a tellement de films de 1h30 qui nous emmerdent. Non, mais c'est ça, c'est impressionnant ce côté. Alors, est-ce que la 3D j'ai envie de dire, ça coule de source. Ça coule de source, évidemment. Il y avait non, on n'a pas le temps de faire une dernière remarque, justement, parce que Jackie Goldberg soulevait un problème qui, moi, me gêne un peu. C'était ce qu'il appelle un effet de toïsation par rapport au personnage. C'est-à-dire que pour lui, il y a une déshumanisation en fait par la 3D par rapport au rendu en fait plastique des personnages par rapport à la prise de vue réelle. Non, c'est Roland Emmerich qui fait ça, c'est pas une... Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je vois pas de quoi il veut parler. Pour moi, le cinéma est une des réalisations de la figure humaine, donc de toute façon, à partir de mais c'est juste vraiment dans le rendu, en fait, un effet de jouet. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit plus, effectivement, des acteurs de chair et d'os, mais qu'il y a une transformation qui s'opère avec la 3D. On voit jamais des acteurs de chair et d'os, on voit une représentation d'acteurs de chair et d'os. Voilà, c'est bon. Très bien. Moi, je préfère aller... Philosophons, je préfère écouter une real party.